L'avènement des réseaux sociaux a boosté l'utilisation d'Internet tout en provoquant un phénomène qui est celui des influenceurs et activistes, acteurs de la société civile, du monde de la culture, des arts et des sports ou autres. Ils sont suivis par des milliers, voire des millions d'abonnés à cause des sujets qu'ils abordent, des contenus qu'ils créent. Mais quel est l'impact de ces influenceurs dans nos sociétés? Sont-ils des remparts contre la désinformation ou contribuent-ils à la propagation des fake news? Nous abordons le sujet aujourd'hui dans ce débat sous le thème Jeunes et fake news, influenceurs et activistes, remparts ou vecteurs de la désinformation. C'est une coproduction de Studio Hirondelle Tchad, Studio Kalangu du Niger, Studio Tamani du Mali et Studio Yafa du Burkina Faso, tous médias de la Fondation Hirondelle. Alors nous sommes aujourd'hui à l'université Mikoussi de N'Djamena. Je suis Sekou Gadjigo de Studio Tamani et avec moi Alice Ouedraogo de Studio Yafa pour la modération. Alors mesdames, messieurs, bienvenue à l'université Mikoussi et autour de cette table, 5 invités pour débattre de la thématique d'aujourd'hui. Il s'agit de Neki Lamian Williams Benoujoum, secrétaire général de l'ONG Salama Peace, initiative spécialiste des dynamiques de paix, des médias et de la gouvernance citoyenne au Tchad. Safia Mahamat Youssouf, elle est ingénieure en sciences techniques de l'information et de la communication. Abdraman Koré Ahmad, il est journaliste web et coach pour une utilisation plus responsable des réseaux sociaux. Marcelin Toidoum travaille sur les questions de désinformation, paix et démocratie. Et Bello Mala Bakari, il est journaliste et également président de l'association des médias en ligne au Tchad. Alors ce débat se déroulera en 2 temps. La première partie sera consacrée aux échanges avec les invités et la seconde partie, 30 minutes également, sera réservée au public, essentiellement les étudiants en journalisme, pour poser des questions. Et c'est avec Gisèle Otomi de Studio Hirondelle Tchad que nous allons procéder à cette deuxième étape-là. Alors pour nous permettre de camper le décor, suivons ce reportage réalisé par nos confrères de Studio Yafa du Burkina Faso. Ils parlent de l'usage que font les jeunes d'Internet. Il est 13h dans la cour d'une école privée. C'est l'heure de la pause et sous l'ombre d'un arbre, un groupe d'élèves se concentre sur l'écran d'un ordinateur portable. Ils préparent un exposé. Parmi eux, Nafissatou Balima, élève en classe de terminale G2, qui confie limiter son usage d'Internet à ses études. J'utilise Internet pour parfois faire des recherches afin d'améliorer mon exposé. Surtout que je suis en classe d'examen, mon emploi du temps même est chargé. Je n'ai pas le temps pour passer sur Internet. Même pour les recherches, là, c'est 30 minutes ou 40 comme ça seulement, et puis je dépose. Mais tous les jeunes n'ont pas la même approche. Florence, diplômée en communication et en quête d'emploi, a trouvé dans Internet un véritable outil de subsistance. Active sur plusieurs réseaux sociaux, elle y pratique le commerce en ligne. Je vends les chaussures, les habits, mixtes sur TikTok, Instagram, WhatsApp et Snapchat. Il suffit juste de faire les photos de mes articles pour poster sur les différents statuts. Je suis toujours connectée parce qu'à n'importe quel moment, je peux avoir des commandes d'articles. Internet ne profite pas qu'aux élèves ou aux jeunes entrepreneurs. Les enseignants aussi s'en servent dans leur travail. Aruna Kompaoré, professeur de lycée, y trouve une source d'information, mais reste vigilant face aux fausses nouvelles. Je ne fais pas confiance à toutes les informations. En tant qu'enseignant, on nous a appris plutôt à analyser nos sources, à savoir un peu ce qui est vrai ou ce qui est faux. Je vérifie à travers les sources officielles. Pour d'autres, Internet est aussi une source d'inspiration créative. Sidonie Sawadogo, mère au foyer passionnée de cuisine, y découvre des recettes venues du monde entier qu'elle partage avec sa famille. Il y a des recettes que je vois souvent grâce à Facebook. Aujourd'hui, mon mari et mes enfants mangent très bien des plats européens, nigériens, maliens, sénégalais. J'arrive à concorder les bons plats à la maison. Mon mari est content, mes enfants mangent bien. Internet est aussi un espace de distraction. Stéphanie Bambara y trouve un moyen d'évasion, notamment à travers les vidéos humoristiques qui lui permettent d'oublier ses soucis du quotidien.
qu'à travers Internet, on voyage. Tu n'es pas sur place, tu ne penses pas à ce qui se passe autour de toi. Tu es focus. Bon, ce que tu vois, tu es concentré là-dessus. Quand tu es triste, tu regardes par exemple des vidéos de comédiens. Ça distrait encore plus que le réel, en fait. Outil de travail, de savoir, de commerce ou de distraction, Internet façonne le quotidien des jeunes et des adultes. Mais dans cet écosystème où circulent aussi fake news et manipulation, chacun doit apprendre à exercer son esprit critique. Car comprendre la place d'Internet dans nos vies, c'est aussi comprendre comment naît la désinformation et comment s'en protéger. Alors, Abdraman, vous êtes journaliste et également coach pour une meilleure utilisation des réseaux sociaux. Après ce reportage, est-ce que vous constatez des similitudes dans les habitudes des jeunes entre le Burkina Faso et le Tchad? Oui, bonsoir. Je remercie avant tout la Fondation Hirondelle vraiment pour cette opportunité et l'appui de l'Union européenne. Je pense que le cas de l'Internet, surtout en Afrique, les cas sont beaucoup plus similaires. Mais il y a des différences de pays. Par exemple, ici au Tchad, les niveaux de partage d'informations n'est pas les mêmes en Afrique de l'Ouest, par exemple. Le constat que j'ai fait, ici au Tchad, l'utilisation, surtout l'utilisation de réseaux, en Côte d'Ivoire, par exemple, l'utilisation est beaucoup plus saine et les jeunes se focalisent beaucoup plus dans l'humour, par exemple. La Côte d'Ivoire est vraiment connue dans cet aspect de l'humour, où tout le monde, tous les jeunes s'investissent pour vraiment faire des comédies, de courtes vidéos pour faire rire et tout. Mais par contre, ici, au Tchad, ils veulent faire découvrir leur image beaucoup plus. Ils veulent, coûte que coûte, être connus dans le milieu où ils vivent. Mais ils ne sont pas préparés sur quelle thématique spécifique. Et là, ça pose des problèmes et ils ne se retrouvent pas. Ils sont tantôt dans la politique, ils sont tantôt dans l'intox, ils sont tantôt dans la culture, et ils sont tantôt dans beaucoup de thèmes et ils ne se retrouvent pas. Justement, vous avez parlé d'influenceurs. Est-ce que la différence est bien cernée ici entre influenceurs et activistes? Peut-être je vais passer la parole à M. Tohidoum par rapport à ça. Quelle est la différence entre un influenceur et un activiste? Merci beaucoup et bon après-midi à tout le monde. Un influenceur est celui-là qui utilise les réseaux sociaux pour se mettre en avant, au devant de la scène, en utilisant sa propre personne, en jouant sur les marques, donc du marketing commercial ou social, pour se faire connaître. C'est une sorte de business. Un activiste, par contre, est celui-là qui utilise, ça peut être les médias traditionnels ou les réseaux sociaux, pour véhiculer une certaine idée de lutte, d'engagement citoyen. Ça peut être dans un domaine social, politique, mais il ne se met pas, lui, au devant, il n'est pas en quête de la personnalité. Pour lui, c'est la cause qu'il défend qui importe, sur les autres domaines. Alors, vous avez parlé de business pour ce qui concerne les influenceurs. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des influenceurs, des gens qui ont beaucoup d'abonnés, qui font des pubs dans leur contenu. Comment tout cela se contractualise? Est-ce qu'il y a des lois qui régissent cela? Alors, malheureusement, au Tchad, je ne connais pas le cas des autres pays, mais la plupart de nos pays francophones, il n'y a pas encore une réglementation claire à propos. Pour un influenceur, par exemple, pour que son contenu, le contenu qu'il produit soit vrai, il faut une certaine réglementation en la matière, savoir qui finance. Est-ce que le produit qui est marketé, le produit qui est vendu, ou bien pour lequel l'influenceur fait la publicité, est-ce que c'est un produit qui est légalement correct? Est-ce que ce n'est pas un produit qui entrave, par exemple, aux bonnes mœurs du terroir ou bien du territoire? Est-ce que c'est payé et comment il le fait? Est-ce qu'il le fait en nuisant un peu de la manipulation? C'est-à-dire prendre un produit, il donne à ce produit les qualités qui ne sont en réalité pas les siens pour attirer de la clientèle. Donc, tout ce côté-là, tout
tout ce domaine nécessite vraiment une réglementation. Et je crois que pour le cas du Tchad, le gouvernement a intérêt à revoir un peu. Il ne s'agira pas de censure, mais vraiment d'une réglementation pour que le travail, ou bien ce que font les influenceurs. Certains, ils sont un peu vecteurs de la désinformation, ça c'est clair. D'autres, par contre, ils font aussi du bon travail. Ce qui importe pour eux, c'est leur business. Mais à condition que les produits qu'ils promeuvent soient vraiment en norme avec la réglementation nationale. Il faut que tout soit en norme avec la réglementation nationale. Safia Mahamat, à présent, je suis avec vous. Est-ce que le phénomène des influenceurs et activistes a une certaine ampleur ici au Tchad? Merci, bonsoir d'abord et merci à la Fondation Hirondelle pour l'invitation. Je pense qu'on part de simples constats. Je pense que le Tchad, il n'est pas trop différent des autres pays du Sahel. Ce qui se passe ici se passe ailleurs dans les autres pays du Sahel. Nous rencontrons pratiquement tous les mêmes problèmes. La question, il faudrait peut-être qu'on parte du principe qu'on a en majorité vraiment des jeunes. On a également en majorité des analphabètes parce que quand on parle de la désinformation, quand on parle des influenceurs dans les États du Sahel, il faudrait quand même qu'on contextualise légèrement. La plupart des gens, ils sont catégorisés en 3 parties. Soit, par exemple, je n'ai jamais été à l'école, j'ai découvert l'Internet, à travers juste un téléphone, et puis c'est fini, je suis parti. Je fais juste du bruit dans la ville ou dans un village, et j'essaie de les transposer directement sur les réseaux, en utilisant les réseaux sociaux pour attirer un peu l'attention. Donc, ce qui s'est fait actuellement, surtout dans nos pays, et principalement au niveau du Tchad, on est là, on suit, la majorité, c'est juste des suiveurs. Personne ne cherche à analyser, ne met du temps vraiment à critiquer, à vérifier l'information. Non, on n'est pas dans ça. Et comme on n'est pas, la plupart des jeunes ne sont pas dans cette dynamique de vérifier, parce qu'ils n'avaient pas, il faut également les dire, ils n'avaient pas cette culture. Il manque de formation, il manque des outils. Donc, ça profite un peu aux influenceurs. Donc, les influenceurs, ils essaient d'utiliser là où ils s'accrochent, en tout cas là où il y a des faiblesses, et ils essaient de développer. Si aujourd'hui j'ai envie de juste créer juste un fake news comme ça, il ne faut pas également oublier que dans les Sahel, il y a vraiment des laboratoires qui entretiennent derrière, et puis les influenceurs, en majorité, comme ils sont à la recherche des petites économies, ils sont là, ils sont les premiers à aller peut-être vers ces laboratoires, ou bien c'est le laboratoire qui viendra vers eux pour divulguer des informations. Et comme sur les réseaux sociaux, ça va tellement vite, eh bien, la rumeur peut se propager et puis ça peut devenir plus tard vraiment comme un problème qui est difficile à gérer pour nos États. Alors, moi, je voulais juste faire une relance par rapport au laboratoire dont vous parlez. Est-ce qu'il s'agit des questions en lien avec la sécurité, des sujets en lien avec l'économie, la santé, quand vous parlez des laboratoires qui sont derrière ces gens qui fabriquent des fake news là? Pour moi, il y a un peu de tout. La tendance aujourd'hui, on parle beaucoup plus des ressources naturelles au niveau du Sahel. On parle également de l'aspect sécuritaire. Par exemple, le Niger, le Burkina, ils subissent, en tout cas pas comme celui du Tchad, mais le Tchad également ces derniers temps avec le problème du Soudan, on est en train de constater qu'il y a une certaine influence qui est en train d'être faite. Et ça, c'est des laboratoires, en tout cas, qui sont en train de faire un travail qui se reflète de facto sur les influenceurs. Là, même du point de vue santé, il n'y a pas très longtemps, on en parle, la question de la vaccination, où on dit, par exemple, là, on est en train vraiment de rendre des enfants stériles parce que la région du Sahel a beaucoup de jeunes, a beaucoup d'enfants, les femmes sont plutôt fertiles. Et donc, il faut vacciner, et puis voilà. Donc, ça, c'est des rumeurs qui ont été propagées, mais en réalité, c'est un peu entretenu. Et n'oublions pas le côté économique et financier également, parce qu'il y a beaucoup, sous forme d'arnaque, qui est fait, mais derrière ça, en tout cas, c'est entretenu.
Alors, c'est entendu selon Safia. Elle dit que c'est souvent le manque de vérification. Ici, au Tchad, les gens n'ont pas pour culture de vérifier chaque fois l'information. C'est ça peut-être qui fait qu'il y a de l'ampleur. Et à votre niveau, est-ce que vous pensez qu'il y a, en plus de cela, il y a d'autres facteurs? Tout ce qui se passe ici se passe un peu dans le désordre. Et ce n'est pas surprenant parce que Internet est arrivé, il y a un flot d'informations qui vient de partout. Et puis, nous, les médias tchadiens, nous sommes même un peu dépassés parce qu'il y a beaucoup de crocodiles qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas prendre en compte la réalité des réseaux sociaux. Et je pense que le rôle du journaliste aujourd'hui est beaucoup plus important encore qu'autrefois. Parce qu'on l'a dit bien, il y a beaucoup de fake news. Alors, qui pour démontrer que ça, c'est faux? Et la plupart des gens qui sont ici, vous voyez, c'est tous des jeunes. 60% des populations mondiales utilisent Internet. Et dans ces 60%, la majorité sont des jeunes. Et on revient encore, le journalisme est au cœur. Il faut que les médias tchadiens non seulement se mettent dans le numérique, mais se mettent aussi à démonter tout ce qui est fake news. C'est normal que les jeunes, une fois qu'ils tombent sur les réseaux sociaux, ils pensent que tout ce qui est Internet est vrai. Mais c'est faux. Et ça, c'est notre travail à nous, les médias, les journalistes et les gens de bonne volonté. Bon, les influenceurs, ils sont là parce qu'ils ont de la salade à vendre. Ils veulent vendre quelque chose parce qu'en arrière, il y a de l'argent. Ce n'est pas de l'information. Ils sont en train de faire de la promotion. Et les activistes, comme l'a dit si bien quelqu'un, c'est des gens qui sont engagés, qui ont une idée, qui sont dans des partis, qui défendent une cause. Et nous, les journalistes, on est entre tout ça, on est des gens neutres, on est pour l'information et pour la bonne information. D'accord. Monsieur Benoujoum, Monsieur Toydom nous le disait à l'entame de l'émission que ces influenceurs, mais aussi ces activistes peuvent être souvent vecteurs de désinformation. Mais est-ce qu'ils peuvent être, ça veut dire qu'ils peuvent être parfois aussi source d'infos fiables? Ok, merci beaucoup. Merci déjà pour l'invitation, pour ce cadre d'échange, ce qui nous manque le plus souvent au Tchad. Aujourd'hui, d'abord, les réseaux sociaux. On ne peut plus voir les influenceurs ou bien voir les gens qui ont en fait de l'influence sur les gens juste par le nombre d'années d'expérience, mais par le nombre de suiveurs sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens qui impactent le plus sont des gens qui ont plus de followers sur les réseaux sociaux. Mais la plupart de ces personnes, ce sont des jeunes. Alors, il faudrait qu'on s'accorde déjà sur le fait qu'ils peuvent être et des remparts, et aussi les vecteurs de la désinformation. Rempart, vous pouvez nous expliquer comment ils peuvent être remparts? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, d'abord, ils sont les plus constants sur les réseaux sociaux. Ils sont aussi les plus innovants. Ils sont aussi ceux qui ont de la matière, ceux qui en connaissent mieux les réseaux sociaux, plus que les personnes déjà d'un certain âge. Quand nous parlons des jeunes, il faudra aussi situer la tranche d'âge qui est de 18 à 35 ans. Et ce sont ces personnes qui sont les plus sur les réseaux sociaux. Donc, ils peuvent être remparts en ce sens où s'ils ont eu une éducation à la citoyenneté numérique, ils pourraient véhiculer des messages qui pourraient vraiment aider la communauté. Mais ils sont aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on constate, ils sont plus vecteurs de la désinformation. Pourquoi? Parce que tout est déjà parti du lancement même de l'Internet, pour moi. Au Tchad, l'Internet en temps, c'était un peu plus comme un tabou aujourd'hui, comme l'histoire de l'IA qu'on est en train de constater. On empêchait les gens de découvrir l'Internet. Donc les jeunes se sont lancés et ont appris directement sur l'Internet. Ce qui fait qu'ils ont appris de la mauvaise manière et qu'ils l'utilisent aujourd'hui d'une façon pas tellement saine. Un autre point qui pourrait venir aujourd'hui compléter le manque même d'instruction civique. C'est vrai qu'on ne voit pas trop cet aspect, mais aujourd'hui, si nous constatons sur le réseau tchadien, c'est que les jeunes ne font que parler mal soit du pays. Tout ce qui est bon, ils ne partagent pas pour informer, mais tout ce qui peut faire juste du buzz et qui n'est pas assez bon comme contenu, c'est pour partager et en faire, au fait, comme de la blague, l'utilisation plus comme moyen de distraction. Mais qu'on pourrait facilement capitaliser en rempart si nous revenons en arrière et que nous les formons bien à l'utilisation de la citoyenneté numérique saine. En fait. La transition est toute trouvée pour aborder la seconde partie
de ce débat où nous allons parler du rôle que peuvent jouer, mais aussi de la perception des populations vis-à-vis de ces influenceurs et activistes. Effectivement, Sekou. À présent, nous allons écouter un micro-trottoir réalisé par nos confrères du Mali, Studio Tamani. C'est sur le rôle que jouent les influenceurs dans la désinformation. Quand on constate tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et surtout avec la situation que le pays traverse, je peux me permettre de dire que certains activistes et influenceurs sont vraiment des vecteurs de fausses informations. Ils donnent des informations juste pour avoir des vues. La fausse information, la propagation des fausses informations. Il ne lutte pas contre la désinformation, mais il amplifie la désinformation. Parce que non seulement ils font sortir certaines informations de leur contexte, parfois des situations concernant l'actualité, et ils donnent juste leur point de vue. Et maintenant, au Mali, rares sont les gens qui savent faire la différence entre un avis et une information. Il induit beaucoup de populations en erreur. De prendre les informations à leur source. Donc quand quelqu'un te dit quelque chose, il faut quand même avoir sûr que la source de son information, quand même, elle est fiable. Alors je dirais que les activistes et les influenceurs peuvent être à la fois vecteurs amplificateurs de la désinformation, selon la manière dont ils utilisent leur influence. On a des influenceurs qui ont souvent une audience large, donc même un petit partage peut se propager très vite. Si l'information qu'ils relaient est fausse ou partielle, elle peut atteindre des milliers, voire des millions de personnes en très peu de temps. Ceux qui vérifient leurs sources et diffusent des informations fiables, ils peuvent être des vecteurs positifs de changement et d'information. Avec les réseaux sociaux, chacun peut donner sa version des faits et du coup, ça peut ne pas être avéré. Alors, Madame Safia, vous venez d'entendre ce micro-trottoir réalisé au Mali. C'est ce que pensent les gens, notamment les jeunes des influenceurs et activistes actuellement. Est-ce que vous pensez que c'est pratiquement la même perception ici au Tchad? C'est vraiment la même perception, c'est la même perception. Il faut considérer les influenceurs comme étant des relais, parce que les laboratoires, ils font d'abord un premier travail, et puis les influenceurs, et ils viennent appuyer là où on sait que ça peut, par exemple, augmenter, parce que pour eux, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ce qui les intéresse, c'est qu'ils vont à la fin avoir le maximum de followers, et comme c'est gagnant pour eux, ils vont gagner doublement, par exemple, ceux qui les recrutent, et en même temps par ceux qui les suivent également. Si on prend, par exemple, le dernier exemple qui a été cité par la Chine, moi je trouve qu'on dit souvent que ça a été, la Chine a été trop dure, mais en réalité, je trouve qu'ils ont raison de dire qu'il faudrait que chaque activiste ou bien chaque influenceur travaille dans son domaine, en fonction de son domaine. Parce que les gens, ils sont là, ils vont raconter leur vie, et puis finalement, c'est tout le monde qui les suit, et c'est tout le monde qui les écoute, sans pourtant vérifier vraiment la véracité vraiment de l'information. Donc, je pense qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière, on est tous pareils au fait. Alors, nous allons écouter maintenant un entretien réalisé par nos confrères du studio Kalangu du Niger, avec un spécialiste sur le rôle des influenceurs et activistes. Un petit éclairage. Pour avoir des likes, pour avoir des partages, pour avoir plus de notoriété sur les réseaux, certains sont vraiment prêts à tout. Et donc ça, c'est un vrai problème qu'il faut que les gouvernements pensent à adresser. Alors pour ça, je sais qu'il y a certaines organisations qui essaient de former ces acteurs-là des réseaux sociaux sur l'éthique et la déontologie que pratiquent souvent les journalistes, pour les indiquer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faut publier, qu'est-ce qu'il ne faut pas publier. Et si quelqu'un vous envoie une information à publier sur vos pages, comment est-ce que vous arrivez à faire la différence entre le vrai et le faux? C'est vraiment un problème, je pense, de réglementation d'abord au niveau de nos pays, mais aussi de connaissance même du cadre éthique et déontologique par les influenceurs et les activistes qui régissent le domaine de l'information dans nos États. Alors,
le spécialiste, il s'agissait de Ousmane Mamoudou, un entretien réalisé par nos confrères du studio Kalangu au Niger. Alors, nous nous acheminons vers la fin de cette première partie de cette émission. Une dernière question pour tout le monde, tour de table. Aujourd'hui, selon vous, à qui incombe la responsabilité de lutter contre la désinformation? Commence par vous, Bello Malabakari. Bon, écoutez, à nous tous. N'oubliez jamais que c'est un phénomène nouveau. Et ce phénomène nouveau a pris de l'ampleur. Et donc, il faut que non seulement chacun dans la société civile, surtout les journalistes, les hommes de presse, les ONG se mettent à sensibiliser les jeunes par rapport à ça. Et tout à l'heure, un des intervenants disait que les informations, ça sort de partout, etc., etc. Mais les médias et les journalistes sont là pour ça. C'est pas parce qu'on est un influenceur qu'on dise et qu'on détient la vérité, non. Donc c'est encore une fois le travail des médias et des journalistes en amont qui peuvent filtrer qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Et aux jeunes, il faut toujours dire qu'il faut voir d'où la personne parle, à qui elle parle, pour savoir si c'est bon ou pas bon. Et il faut toujours aller s'informer dans les médias mainstream. D'accord. Safia, en 30 secondes. Comme le dit Bello, en tout cas, ça incombe à tout le monde, mais je trouve que l'État doit avoir vraiment un rôle crucial à jouer dans cette responsabilité, à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, dans la région du Sahel, nous n'avons pas dans notre curricula, en tout cas, un accent qui est mis sur cette question de citoyenneté numérique, sur cette question également d'éducation aux médias. Voilà. On n'a pas mis cet accent. Au-delà de ça également, je voyais surtout au niveau du Tchad, la majorité des formations qui sont faites aux médias, elles sont faites vraiment par les institutions internationales ou par peut-être la société civile. L'État est totalement absent, alors que la responsabilité première pour moi doit incomber vraiment à l'État. Ok, M. Toydom, rapidement en 30 secondes. Ok, moi je pense que la question de la désinformation ou bien toute l'histoire d'activisme et d'influenceurs doit être vraiment une question transversale à tous les niveaux. Au niveau de l'État, il faut que l'État prenne rapidement ses responsabilités en insérant cette question-là dans le curricula national. De sorte que dans les universités, dans les lycées, qu'il y ait des moments d'enseignement avec des spécialistes sur ces questions. Parce que les premières victimes, c'est d'abord les jeunes. Ils se font tellement avoir sur cette question. Les organisations de la société civile, les ONG internationales devraient également rendre cette question transversale à tous leurs projets, avoir un axe d'intervention sur des questions de civic tech, de tout ce qui est gestion du numérique en milieu jeune. Je crois que c'est très important parce que l'avenir de tout le pays, donc de nous tous, en dépend largement. Merci, M. Toydoum. Williams. La question doit être partagée. Mais l'État a un rôle plus crucial à jouer en réglementant vraiment l'espace numérique et en situant vraiment les responsabilités de tout et chacun pour que vraiment l'accès au numérique soit vraiment plus responsable et en citant et les jeunes et aussi vraiment les médias web qui aujourd'hui, par déjà cette maladie de primauté d'information, essayent de relayer quelquefois les informations sans vérifier et aussi en mettant quelquefois la source, juste un autre média et tout cela. Donc l'État a vraiment un rôle à jouer et nous tous d'ailleurs devrons l'accompagner dans ce rôle. D'accord, on termine avec vous, monsieur Coré Ahmad. Oui, moi aussi je pense que j'ai rejoint à la grande sœur Safia. Je pense que l'État a vraiment un rôle très important à jouer, mais ce n'est pas que l'État seul. Il y a des agences qui gèrent les influenceurs, il y a des managers qui devraient eux aussi bien former, bien orienter les influenceurs pour qu'on trouve une société plus positive qui va vers l'avenir. Parce qu'on a vu en Chine, par exemple, l'État a pris la responsabilité, la gestion de TikTok en Chine n'est pas la même ici au Tchad. Là-bas, à partir de 22h, TikTok se ferme. Et l'algorithme TikTok ne fonctionne pas, par exemple. Tout ça vit à ces réglementations. Une société sans réglementation, c'est une société qui veut vraiment à l'échec. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes ainsi au terme de la première partie du débat. Merci beaucoup à vous pour l'écoute. La seconde partie consacrée aux questions avec le public, c'est pour la semaine prochaine. À très bientôt.